S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à l'agriculture bio. Donc, l'agriculture biologique, c'est un mode de production qui a été défini d'abord par une marque au niveau national, qui était la marque AB, que vous connaissez normalement bien, et qui a été donc établie en 1980 avec un cahier des charges français. Et depuis 2009, c'est un cahier des charges qui a été homogénéisé à l'échelle européenne. Et donc, c'est pour ça qu'on a maintenant le logo Eurofeuille que vous pouvez voir sur l'écran. Et donc, à partir du moment où les produits ont cette Eurofeuille, ça signifie qu'ils respectent le cahier des charges européen. Normalement, un produit bio aujourd'hui ne peut plus porter seulement la mention AB. C'est juste qu'on garde cette marque parce qu'elle était connue par les consommateurs. Mais normalement, tout produit dit bio doit porter le label Eurofeuille. Donc, c'est un label qui garantit un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Tous les produits qui sont importés sont soumis aux mêmes exigences, dans la mesure où c'est un cahier des charges européen. Donc, tous les produits qui ont cette mention, ce petit logo Eurofeuille, répondent à un même cahier des charges qui est homogénéisé au niveau européen. Et en soi, c'est souvent une critique qui est faite à la bio. Est-ce que la bio française, elle est différente de la bio dans d'autres pays? Il y a vraiment des équivalences qui sont travaillées pour que chaque produit qui porte cette mention respecte le cahier des charges qui est établi au niveau européen. Donc, tous les opérateurs qui sont engagés dans la bio ont aussi un contrôle annuel par des organismes indépendants qui sont accrédités par le COFRAC, donc le Comité national d'accréditation, et qui sont sous l'autorité de l'INAO. Et il y a un unique niveau de certification, contrairement à HVE qu'on détaillera tout à l'heure, et des critères identiques pour toutes les filières. Donc, si on regarde un peu plus en détail, et après on aura le témoignage des deux agriculteurs, mais donc l'agriculture biologique sur la production végétale, donc c'est pas de produits chimiques de synthèse. C'est une liste positive de produits homologués. C'est-à-dire que si un producteur a un souci sur ses cultures et a besoin de réaliser un traitement, donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'aura pas le droit d'utiliser des produits chimiques de synthèse, mais il peut être amené à utiliser des produits naturels. Et dans ce cas, il doit vérifier que le produit est homologué. Et donc, on a vraiment une liste positive des produits qui sont autorisés. Et donc, ces produits homologués sont consultables sur un site accessible à tous. Les OGM sont complètement interdits en agriculture bio, à la fois pour les cultures, pour les intrants et pour l'élevage. On a une quantité maximum d'unités d'azote. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est peut-être un peu trop technique, mais c'est les apports qui sont réalisés sur les cultures. Et pour éviter les pollutions, il y a une unité maximum qui est autorisée par hectare sur les fermes et par an. Il y a les apports de fertilisants, donc aucun fumier d'origine industrielle est épandu sur les terres bio à partir de 2022, donc avec une définition assez précise maintenant de ce que c'est qu'un élevage industriel. Les agriculteurs engagés en bio doivent aussi s'engager à mettre en place des rotations. Donc les rotations, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait différentes cultures qui se suivent sur les mêmes terres. Et donc, c'est soit une rotation sur 3 ans, soit 3 légumes en production maraîchère. Il faut intégrer des légumineuses. Donc, les légumineuses, c'est une sorte de plante qui a la particularité de pouvoir capter de l'azote elle-même et donc de fertiliser le sol. Et donc, voilà, c'est obligatoire maintenant qu'il y ait une production de légumineuses dans la rotation. Et il y a une traçabilité des intrants qui sont apportés sur la ferme. Après, donc, si on regarde pour la production animale, donc, il y avait une des questions du quiz qui était sur le bien-être animal. Et effectivement, le cahier des charges bio a des indicateurs qui permettent de vraiment avoir une influence sur le bien-être animal. Donc, les animaux bio sont depuis leur naissance élevés dans des exploitations biologiques. L'alimentation des animaux provient de l'élevage ou au plus loin d'autres exploitations bio de la même région. Les pratiques d'élevage renforcent le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies pour éviter au maximum
de réaliser des traitements médicamenteux sur les animaux. Les animaux ont accès au plein air et à des pâturages, et l'élevage respecte le bien-être animal et répond aux besoins comportementaux propres à chaque espèce. Donc, voilà pour le cahier des charges. Donc, c'est les producteurs qui sont engagés en bio sont contrôlés chaque année sur tous ces aspects du cahier des charges. On va vérifier toutes leurs factures pour vérifier que c'est soit des alimentations bio qui sont bien données aux animaux, soit c'est pour vérifier aussi les entrées et les sorties d'intrants sur la ferme. Donc voilà, c'est un contrôle qui est rigoureux et précis et auquel doivent se soumettre les producteurs chaque année. Pour vous donner une idée de chiffres, donc en 2020, il y a 53 255 fermes engagées en bio en France, soit 12% des exploitations agricoles. Et il y a 25 763 entreprises qui sont engagées en bio. Donc les entreprises, ça va être les distributeurs, les transformateurs, autres que les producteurs sur leur ferme. Et donc la bio représente 9,5% de la surface agricole utile française. Et dans le Puy-de-Dôme, on a en 2020 511 fermes engagées en bio et 23 761 hectares engagés en bio, ce qui représente 6,1% de la SAU du département, donc de la surface agricole utile du département, ce qui est un peu moins que la moyenne nationale. Et peut-être voilà. Qu'on peut juste rajouter aussi, c'est qu'en bio, il y a à peu près une ferme sur deux qui vend tout ou une partie de sa production en circuit court. Donc, on a à peu près 250 fermes sur le département qui vendent via les circuits courts et que par rapport à la restauration collective, voilà, de plus en plus s'interrogent sur ce débouché-là, notamment avec la loi Egalim qui a un peu impulsé plus de partenariats entre cuisiniers et producteurs. Voilà, donc il y a un nombre de fermes important en bio sur le département et avec des productions qui sont diversifiées. Merci Solène. Est-ce que quelques questions? Oui. Du coup, pour le bio, vous avez spécifié que ça garantissait le bien-être animal, mais du coup, pas le label rouge. Si, tout à fait. Oui. Dans le label rouge, j'avais mis notamment l'accès au plein air pour les volailles. Enfin, il y a des mentions qui sont dans les cahiers des charges qui sont en faveur du bien-être animal. En fait, la seule différence entre bio et label rouge, mais on reviendra après plus tard, on a fait un peu une diapo de comparaison, c'est que la bio, c'est un cahier des charges qui est le même quel que soit l'élevage. Enfin, pour toutes les productions animales, c'est exactement le même avec les critères qu'on a présentés avant. Les seules petites différences qu'il peut y avoir, c'est que il y a des précisions pour que ça réponde au comportement propre de chaque animal au niveau de la bio. Donc, il y a des petites différences entre un élevage bovin et un élevage de volaille, etc. Le label rouge, c'est quand même un cahier des charges qui est vraiment différent en fonction des filières. Et donc, il y a plus de différences d'une filière à l'autre. Comme on l'a vu, par exemple, pour les volailles qui peuvent être en plein air et les porcs, où dans le label rouge, ils ont juste droit enfin, il doit y avoir un accès dehors, mais ça peut être sur du béton, ils n'ont pas forcément un accès au sol. Alors qu'en bio, quel que soit l'élevage, il y aura toujours un accès en plein air extérieur sur un parcours. Voilà. Donc, c'est un peu ça les différences qu'il peut y avoir entre les deux cahiers des charges. Une deuxième question, vous savez, c'est quoi à peu près le pourcentage sur le département en label rouge de fermes labellisées? Alors, non, j'ai pas cette donnée et je sais pas si elle existe. C'est une bonne question. Est-ce que c'est pas... En fait, dans la mesure où il y a beaucoup de cahiers des charges différents, en label rouge, enfin, avoir une idée globale, c'est vraiment différent de la bio dans le sens où la bio, bah voilà, les agriculteurs sont bio et ont le label bio, donc on peut définir un nombre de producteurs bio et un pourcentage. Sur le label rouge, il y a beaucoup de cahiers des charges. Donc, ouais, non, ma réponse c'est non, mais c'est une bonne question et je me renseignerai, savoir si c'est une donnée qui existe. Ok. Et sinon, une autre question de la table. Ah, désolé. J'avais juste une autre question sur le bio. Vous avez dit que les animaux, depuis leur naissance, ils doivent être en bio pour être labellisés bio.
Du coup, ça veut dire qu'un éleveur qui veut se convertir doit changer tout son cheptel? Non, non, il y a une. Alors, oui, peut-être Solène, tu peux préciser. Oui, non, bah, pour un élevage qui veut se convertir en élevage, il y a 3 ans de conversion. Donc là, bah, évidemment, il y aura ce temps de conversion, donc les animaux ne seront pas en bio depuis le début, parce que là, la ferme rentre entièrement dans une démarche de conversion. Par contre, pour une ferme qui est bio, qui veut introduire, alors par exemple, moi, j'anime aussi les éleveurs de volailles donc sur le département, donc je connais plus particulièrement cette production-là. Mais pour un éleveur de volailles qui veut faire introduire un nouveau lot de pondeuses, par exemple 200 pondeuses qui arriveraient sur sa ferme, donc là, il faut qu'elles arrivent en bio. Cependant, le cahier des charges bio est évolutif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la filière poussin bio n'était pas assez était encore trop récente, donc il n'existait pas jusqu'en 2022 de filière poussin bio. Donc là, les producteurs pouvaient faire venir des poulettes prêtes à pondre de 18 semaines qui étaient conduites en conventionnel, et là, elles avaient un temps de conversion sur la ferme. Aujourd'hui, le nombre de producteurs bio évolue sur le territoire national et il y a des filières qui se développent. Et donc, depuis janvier 2022, pour les poulettes, elles doivent être conduites en bio dès leur 3e jour de vie. Donc là, elles sont tout de suite bio et donc quand elles arrivent sur la ferme, elles doivent être conduites en bio. Donc là, on voit que le cahier des charges est en constante évolution avec le développement des filières pour justement répondre à cette réglementation qui est que les animaux doivent être conduits en bio dès leur naissance. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, si, totalement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'en avais une. Du coup, c'était marqué pour les animaux. Les pratiques d'élevage renforcent le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies. Mais comment on le voit? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on peut justifier ça? Alors, peut-être qu'on pourra voir, c'est à travers le témoignage de Virginie tout à l'heure, si ça vous va, pour savoir justement comment concrètement c'est réalisé sur une ferme en bio. Okay. Et j'avais une autre question pour la production végétale. Vous avez dit qu'il faut 170 unités d'azote par hectare, mais ça veut dire quoi? Je comprends pas l'intérêt ou qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça représente? Là, ça peut être en production animale aussi. En fait, ça va être comment on appelle ça, la charge d'animaux sur une parcelle. En fait, il faut faire en sorte que les effluents, enfin les intrants, les effluents, je veux dire, d'élevage, n'engendrent pas une c'est un peu compliqué à expliquer, mais que du coup, voilà, la quantité d'azote sur la parcelle ne dépasse pas 170 unités d'azote pour éviter justement toutes les pollutions à la fois des sols, des eaux. Donc ça, c'est très réglementé et en élevage, ça se traduit par un nombre d'animaux au mètre carré qui est autorisé. À la fois, donc ça permet à la fois de respecter cette notion, ce critère pour l'environnement, mais aussi le nombre d'animaux par mètre carré en extérieur et aussi contrôlé pour le bien-être animal des animaux et qu'ils puissent répondre à leur comportement propre et ne pas être trop serrés sur un même espace. Et peut-être pour préciser, ce qu'on appelle une unité d'azote, c'est une quantité en kilos par hectare. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de 170 kilos par hectare qui est un kilo d'azote apporté par hectare par an. D'accord. Ah, Virginie et Vincent peut-être compléteront soit maintenant, soit à travers leur témoignage. Ouais, juste pour bonjour à tous. Ouais, juste pour rebondir, en fait, l'azote, ça va être ce que quand vous avez des animaux sur une parcelle et qu'il y a donc tous les effluents, ça va être les déjections animales, etc. Ou alors le fumier, le compost qu'on peut apporter. Et pendant l'hiver, en fait, le problème de cet azote, c'est que s'il est en trop grande quantité, il va s'infiltrer dans le sol sous forme de nitrate. Ce que vous entendez, c'est les nitrates. Si on entend parler de nitrates, voilà, ça, il va se mettre sous certaines formes et après, ça génère des pollutions dans les cours d'eau, par exemple. D'accord. Et j'avais une autre question, c'était pour, vous avez dit qu'il ne faut aucun fumier d'origine industrielle. Pourquoi? C'est quoi enfin,
pourquoi pas d'origine industrielle et sinon, comment ils font pour en avoir? Alors, pourquoi pas d'origine industrielle pour les effluents d'élevage sur les terres en bio? C'est en gros, si la bio cautionne l'apport d'effluents élevage industriel sur les terres bio, ça veut dire qu'elle cautionne quelque part les élevages industriels. Donc, c'était aussi pour l'agriculture bio de dire, nous, on souhaite que nos terres soient amendées avec des produits qui respectent ce que nous, on revendique en termes de production et d'enjeux de protection de l'environnement. Et donc, il y a une définition assez précise de ce qui est un élevage considéré comme industriel. C'est par nombre de poules. Par exemple, c'est les élevages qui sont issus d'élevage de volailles. Il y aura un certain nombre il faudra pas dépasser un certain nombre de volailles. Et par exemple, pour les élevages bovins, il faudra pas dépasser non plus un certain nombre donc tous les effluents d'élevage issus d'élevage en caillebotis intégral, ça c'est interdit en bio. Et sinon, il ne faut pas dépasser un certain nombre d'animaux par surface dans la ferme. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est bon. Si, c'est logique. Merci. Mais je pourrais vous redonner avec plus de précision, si ça vous intéresse, le nombre d'animaux et comment c'est défini cette notion d'élevage industriel. Et puis à la fin du coup du diaporama, on a mis de nombreuses ressources pour aller plus loin justement sur le cahier des charges bio et sur les autres labels de qualité. Donc voilà, on vous enverra le diaporama à la fin de la présentation et vous pourrez aussi aller parcourir toutes ces ressources-là. D'accord, merci. Pour faire suite à cette question, justement, de ce que j'avais compris, il y a 2 ans, il y avait eu une dérogation suite à la forte sécheresse aux élevages bio, enfin de s'approvisionner dans des élevages conventionnels, parce que sinon ils pouvaient pas nourrir leurs animaux. Est-ce que avec ces sécheresses qui sont amenées à se répéter, est-ce que ces dérogations seraient amenées aussi à se répéter et du coup à un peu mettre à mal justement cette règle de pas s'approvisionner dans les élevages industriels? Mais voilà, là, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que du coup, dans le cahier des charges bio, il y a les grandes principes qu'il faut respecter si la filière existe. Et là, voilà, par exemple, il y avait plus, dans ces cas de sécheresse, il n'y avait plus assez d'agriculteurs bio qui avaient du foin bio qui pouvaient nourrir les animaux en bio. Donc là, ils ont une dérogation pour s'approvisionner auprès d'élevages conventionnels. On peut imaginer qu'à l'avenir, l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de fermes bio sur les territoires et donc que cette pénurie en foin bio n'ait plus lieu parce que justement, la filière bio va se développer et que malgré les sécheresses, il y aura suffisamment de foin conduit en bio qui pourront nourrir les animaux d'élevage. On va peut-être passer à la suite. Et puis, de toute façon, après, on a 2 témoignages de producteurs en production animale et végétale et ça permettra justement de répondre aux questions un peu plus précises que vous avez.